quand on parle d'un thème aussi large que l'international, on pourrait en faire presque une école. On va le recentrer et le mieux finalement, c'est la preuve par la pratique, par la réalité. Tout à l'heure, il a été signalé l'acronyme de ETI. Eh bien, effectivement, on va maintenant appeler 3 très belles ETI, et je vais juste redéfinir le terme ETI. ETI, ça veut bien dire entreprise tournée à l'international. J'ai vérifié, c'est bien ça la définition. Et donc, je vais demander à messieurs Rébier, monsieur Alou et monsieur Mahler, s'ils veulent bien nous rejoindre à la tribune. 3 entrepreneurs de nos territoires, de nos régions. Merci, messieurs. Alors, juste pour poser le décor, nous avons l'expérience, la pratique de plus d'1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires, de plus de 90 pays couverts par leur activité. Donc voilà, on est dans le concret, on est dans la vie de tous les jours, dans la réalité. Moi, je vais commencer, si vous le voulez bien, par une question à Monsieur Rébier. Monsieur Rébier, dirigeant de Fermob, leader national de l'outdoor. Hein, en tout cas, vous êtes connu au travers de tout votre mobilier d'extérieur, que ce soit pour le particulier, le CHR et ainsi de suite. Et ma première question, c'est finalement vraiment une expérience d'entrepreneur, ou en tout cas une vision d'entrepreneur. En 1989, lorsque M. Rébier reprend l'entreprise Fermob, il réunit ses collaborateurs au nombre de 10. Et là, j'ai trouvé une phrase que je vais vous demander de développer. Vous avez dit à vos salariés, « Nous sommes une entreprise mondiale ». Nous étions dans l'Ain et il y avait 10 personnes en face de vous. Alors je voudrais que vous nous fassiez partager la conviction qu'il y a derrière ces mots. Bonjour à toutes et à toutes. Pardon. Bonjour à toutes et à toutes. Comme on fait l'Eurovision, bonjour New York, puisque New York nous écoute. Voilà. Je préside cette entreprise qui fait effectivement du mobilier de jardin en métal, en couleur et à valeur ajoutée créative. Et en 1989, je reprends un atelier de métallerie de 10 personnes. Je les réunis et je leur dis effectivement, nous sommes une entreprise mondiale. Donc ils m'ont avoué après coup qu'ils se sont dit sur qui on est tombé. Alors pourquoi je dis cette phrase? Parce que je suis effectivement sur un métier de niche. Le mobilier de jardin en métal, ce n'est pas un grand marché et tout. Et il m'apparaît tout de suite que si je veux véritablement avoir une stratégie industrielle et amortir mes investissements industriels, il faut que j'élargisse mon marché, que je ne reste pas que franco-français, parce que moi je suis un homme de produits également, de fabrication et tout. Donc je me dis, pour amortir mes investissements, il faut voir plus large. Et voir plus large, autant voir plus large dès le début. Et alors, autre anecdote, si vous permettez, j'ai une seule personne dans les bureaux, il n'y a pas d'organisation commerciale, financière, administrative. Et je lui dis, vous parlez anglais? Elle me fait, ouais. Comment on dit table, table, chaise, chair? Bravo, nous pouvons donc prendre des commandes à l'international. C'est une des meilleures choses que j'ai pu faire. Ça a créé une mentalité dans l'entreprise parce qu'on a recruté pas mal de collaborateurs. Fermob, c'est 200 personnes aujourd'hui, le groupe 350 à peu près. Mais il était évident qu'on mettait le pied dans l'international. Donc, mes bases de données, par exemple, dès le début, ont été faites en français, en anglais et en allemand. Je n'ai jamais créé de service export parce que chez nous, nous n'avons jamais compris la différence entre un client et un client, comme dit la blague, entre un client français ou un client américain, ou etc. Et donc, ça a créé d'emblée, ça a donné, dans ce village de campagne qui est Saint-Didier-sur-Chalaronne, dans une entreprise de 10 salariés, ça a tout de suite décomplexé l'ensemble des équipes, alors les premiers et puis tous ceux qui sont rentrés après. Et donc ça me permet de souligner tout de suite un des éléments dans notre développement export, l'absence de complexe qui s'est traduit par des références, ma foi, plutôt sympathiques. Mais j'insiste sur cette absence de complexe et je pourrais revenir peut-être après sur la facilité ou les risques, le couple risque-facilité de l'export. Nous l'aborderons effectivement, ce sera une partie de la transition. Oser, hein, si vous le permettez, je vais
me permettre de regrouper cette pensée autour du mot oser, oser l'international, oser voir ce qui se passe à l'extérieur. Ça, c'est effectivement un moteur, vous l'avez dit. Mais finalement, est-ce que nos produits sont légitimes à l'étranger ? Est-ce que nous sommes légitimes à aller à l'étranger ? Oui, alors, j'ajoute quelque chose sur le terme oser. Donc l'absence de complexe, oser. Pour information, après le coup, il y a 25 ans, nous sommes une entreprise mondiale. Il y a 3 ans, j'ai refait la même chose, donc on était plus nombreux. Et je leur ai dit, nous allons envahir la Chine. Bon. Phrase très intéressante. Bien entendu, il faut la prendre avec toute l'humilité qui va avec. Mais ça montrait la détermination du PDG que j'étais, d'équipe de direction, pour dire on veut s'implanter en Chine. Et une de mes grandes fiertés, c'est qu'1 an et demi après avoir dit nous allons envahir la Chine, nous avons ouvert un premier magasin à Pékin. Et depuis, nous en avons ouvert 2, 3, 4, on en est à 5 magasins Fermob. Pour la petite histoire, une exclusivité, parce que je crois que je l'ai très peu annoncé, nous avons livré il y a 8 semaines le carré VIP du gouvernement à la Cité Interdite est équipé avec du mobilier de Saint-Didier-sur-Chalaronne. Donc, voilà. Alors, justement, par rapport à votre question, je prétends que le fait que ce soit des produits français Fermob à la Cité Interdite, c'est un geste politique lié à notre identité française. Et je voudrais témoigner du fabuleux engagement et de la fabuleuse valeur ajoutée de notre identité française à tous. Pas uniquement dans le domaine de la gastronomie, pas uniquement dans le domaine du luxe, pas uniquement dans le domaine de la mode, mais absolument dans tous les domaines. Il y a une admiration et une immense bienveillance pour nos capacités d'imagination, nos capacités de créativité, pour notre sérieux en matière de technique. Et tout ça est issu de notre histoire. La France est un grand pays mondial, un des rares pays à avoir un continuum dans son histoire industrielle, dans son histoire artistique, dans son histoire créative. Et on ne peut pas soupçonner, moi je me suis promené comme beaucoup d'entre nous dans plus de 70 pays, cette incroyable bienveillance. La moitié du monde, plus de la moitié du monde, rêve en permanence de la France, rêve de s'équiper avec des produits français. Et même si vous êtes sur des produits extraordinairement industriels ou pointus ou technologiques, le fait de dire c'est un produit d'identité française est un atout, j'en suis convaincu. Merci beaucoup, Monsieur Rébier. Envie, volonté, audace. Voilà finalement la dynamique de l'entrepreneur. Alors, moi maintenant, je me rapproche de Monsieur Olivier Alou, vice-président finance de Fareva. Donc là, nous sommes en Ardèche. Fareva, qui est l'un des leaders mondiaux de la sous-traitance, alors dans des domaines très variés, très larges, qui vont de l'industriel, tout ce qui est produits ménagers, la cosmétique et pharmaceutique. Quand on aborde l'international avec l'envie, le dynamisme qu'a indiqué Bernard Rébier, est-ce qu'il n'y a pas quand même quelques bonnes recettes ou quelques bonnes pratiques à avoir à l'esprit ? Bonjour. Effectivement, la première recette, sans faire de redite par rapport à ce qui a été évoqué précédemment, c'est l'envie et la prise de risque. Et une fois que cette décision est faite et effectuée, c'est d'essayer de se mettre en relation le plus rapidement possible avec le meilleur réseau de partenaires et de soutien que vous trouverez dans le pays d'accueil où vous décidez de vous implanter. Pourquoi je dis ça ? Parce que Fareva, il y a de ça 10 ans, on faisait à peu près 600 millions d'euros de chiffre d'affaires, uniquement quasiment depuis la France. C'était 5000 collaborateurs. Aujourd'hui, Fareva, c'est 1,4 milliard. On est basé dans 11 pays, on a 35 usines et on fait 50% de notre chiffre d'affaires en dehors de la France, dont plus de 10% au Brésil, plus de 10% aux USA et presque un 10% en Turquie. Et je vais parler exclusivement et en particulier du cas brésilien. Lorsqu'on débarque au Brésil en 2008, essentiellement pourquoi ? Pour accompagner la croissance de nos clients. On a un groupe franco-français, ardéchois, groupe familial, donc un comité de direction réduit et puis des personnes exclusivement à profil assez atypique. Et on se dit, voilà, le but, c'est, on sait qu'au Brésil, il y a une certaine demande sur notre marché, qui est la cosmétique. Allons chercher des clients pour accompagner leurs besoins. Donc on gagne un appel d'offres avec un très gros client américain qui réalise pas mal de ventes au Brésil, à l'époque sans avoir d'usine.
et sans rien connaître du Brésil. Et c'est là qu'on a commencé réellement à activer notre réseau, et entre autres l'apport et l'accompagnement de CACIB, qui au travers de la connaissance du groupe et du dossier Fareva, qui était via la CASRA, donc la caisse Sud Rhône-Alpes, a su nous mettre en relation, par exemple, avec les bonnes personnes à São Paulo, qui ont pu nous faire découvrir le pays. Le pays, c'est risque parce que le Brésil c'est beau, le climat est agréable, todo bem comme diront les Brésiliens, mais par contre rien n'est simple au Brésil. Donc il faut respecter la culture locale parce qu'on n'est pas là pour tout casser, mais il faut que le business avance quand on investit massivement dans ce pays-là. Et maintenant, ça va faire quasiment 5 ans que notre usine est inaugurée à São Paulo. On est leader au Brésil sur le marché de la sous-traitance cosmétique et nos usines sont très, très profitables et tournent bien indépendamment du contexte économique actuel. Et ça, grâce en très grande partie à l'accompagnement qu'on a pu avoir typiquement de CACIB au travers de Jean-Paul Eddy, certains de vous auront peut-être l'occasion de le rencontrer aujourd'hui, qui ont su vraiment nous intégrer dans leur réseau, dans leurs connaissances et partager avec nous leur expérience. Sachant que, pour le coup, CACIB n'est pas spécialement la banque la mieux implantée au Brésil, mais a su nous faire bénéficier de son réseau. Merci pour ces paroles. Merci pour Jean-Paul qui est à l'œuvre, justement, au moment où on parle. Il reçoit des clients dans le centre d'affaires international et il diffuse cette connaissance pays, cette connaissance des réseaux locaux. Merci beaucoup. Je vais maintenant vous demander de passer le micro à monsieur Gilles Mahler, qui est vice-président international de Clextral. On reste toujours très territoire, parce qu'on est à Firminy maintenant. L'entreprise Clextral, vous la définirez peut-être mieux que moi, mais on va dire que c'est toutes les solutions de production à partir d'un principe technique qui est l'extrusion bivis. Je vous promets, je ne vous donnerai pas de cours d'extrusion. Voilà, et je vous en remercie. Mais par contre, quand on fait 73% de son chiffre d'affaires à l'international, on peut commencer à avoir des idées et des positions très fermes. Moi, je voudrais que vous nous fassiez partager finalement les critères qui déterminent une stratégie à l'international. Comment est-ce que l'on regarde l'international en termes stratégiques ? Alors déjà, vous êtes tous clients de nos clients. Qui a déjà mangé une cracotte dans cette salle? Tout le monde, voilà. Donc, sans le savoir, tous les jours, j'ai une bonne nouvelle. Vous mangez, vous utilisez des produits qui sont faits par nos clients. Et bien dans le monde entier, on mange des cracottes, on mange des céréales pour petit déjeuner. Donc notre terrain de jeu, c'est le monde. Et on n'a pas non plus de service export chez Clextral, commercial export, puisque l'export, c'est tout le monde. En fait, c'est un peu plus de 80% à l'export, les 73%, c'est hors zone euro. Hors zone euro, pour nous, c'est du vrai export. La zone euro, on joue un peu à domicile. Donc quand on définit une stratégie export, en fait, on regarde qui sont les clients de nos clients, quels sont les vrais drivers. Et pour nous, ce seront les classes moyennes. Puisque finalement, les pays très pauvres, d'abord, vont manger des pâtes, du riz, et puis quand on a un peu plus d'argent, on va manger des cracottes, et quand on a beaucoup d'argent, on n'en mange pas plus de cracottes. Donc finalement, c'est l'émergence des classes moyennes qui dicte, qui nous tire vers l'export. Et du coup, dans ces dernières années, on a monté des bureaux ou des filiales, différentes solutions en Amérique du Sud, en Asie, en Europe, en Russie, pour accompagner nos clients et cette croissance mondiale. Donc on a une vision toujours, non pas de nos clients directement, mais aussi des clients de nos clients, et on essaye de voir ce qui va se passer demain. Et dans ce cadre-là, on a une vision long terme. C'est-à-dire on ne va pas regarder, c'est pas une stratégie 1 an, 2 ans. Un bureau, une filiale, c'est fait pour durer, pour vivre. Donc on va regarder ce qui va se passer à 5 ans, quel est l'horizon à 10 ans, à 15 ans, quels sont les partenaires sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour créer notre réseau, le développer et le faire vivre. Très bien, on voit que le réseau, la connaissance du fonctionnement de la zone à investir, je vais garder ce mot-là parce que finalement, elle nous va bien dans la finance, donc je vais le garder. Écoutez, moi je vais vous remercier d'avoir partagé cette conviction, cette méthode et cette stratégie à l'international. Et je vais vous inviter à regagner vos places maintenant parce que, oui, on peut les applaudir.